On en a déjà un petit peu discuté, donc pour chacun des indices, je vous ai donné des espèces de seuils, des seuils sur lesquels on pouvait déjà prendre des décisions sur le fait de garder ou de jeter des items, en tout cas de bons items ou de moins bons items. Je vous rappelle déjà celui des bugs, je l'ai présenté d'une autre manière dans les slides précédents, qui vous donne déjà un certain nombre de seuils que vous pouvez utiliser. Mais de nouveau, les décisions, c'est pas blanc ou noir. Donc tout ça fait partie d'un contexte. Tout ça fait partie d'abord du contexte de quel est votre but, qu'est-ce que vous essayez d'évaluer, qu'est-ce que vous essayez de mesurer, et puis quels sont les sujets qui ont passé aussi votre test prototypique. Et la manière dont les sujets, peut-être que si vous avez passé un autre groupe de sujets, ils n'auraient pas réagi de cette manière-là. Donc tout ça fait partie d'un contexte dont il faut tenir compte. Alors, on va regarder ce graphe qui, en fait, vous représente un espace à 2 dimensions. Vous voyez, c'est un graphique sur l'axe des X. On a mis l'échelle de valeur de l'indice de difficulté. Donc, l'indice de difficulté varie de 0 à 1. Rappelez-vous, quand cet indice de difficulté est petit, ça veut dire que les items sont difficiles, entre guillemets difficiles. Lorsque cet indice de difficulté est grand, on parlera d'items faciles. Donc ça, c'est la première dimension, la dimension de la difficulté entre 0 et 1. Et la deuxième dimension, qui est représentée par l'axe des Y ici, qui est l'indice de discrimination, qui lui peut varier entre moins 1 et 1. Rappelez-vous, cet indice de discrimination, il est calculé en regardant la différence entre la proportion de sujets qui ont réussi l'item, et donc la proportion des sujets les plus forts qui ont réussi l'item, et les proportions des sujets les moins forts, les plus faibles, qui ont réussi l'item. Et donc, évidemment, donc sur ce graphique, vous voyez des petits numéros, en fait, ce sont des placements d'items. Donc, par exemple, si je prends le numéro 10, ça veut dire que l'item numéro 10 a une difficulté à peu près moyenne, autour de 0,5, et une très faible discrimination qui est en plus négative. C'est comme ça que vous devez lire le graphe. Par contre, l'item 1 qui est là, il a aussi une difficulté qui a été mesurée comme étant moyenne, mais une discrimination qui est très grande et très positive. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est étudier donc l'emplacement de chacun de ces items et imaginer, interpréter ce qu'on pourrait prendre comme décision en fonction justement de ces deux valeurs que l'on peut retrouver par item sur ce graphique. Alors, ce que vous avez sur la droite correspond en fait au seuil, aux limites qui ont été proposées par Ebel. Alors, ce graphe vient de l'ancienne version du bouquin de la Vaudrillard de 1997. Si vous regardez la nouvelle édition, et d'ailleurs, j'ai été mettre maintenant sur Moodle les scans des parties du livre qui sont en lien avec le cours et qui me semblent intéressants. Si vous voulez les lire, ça permettra peut-être de mieux comprendre certaines choses. Si on prend ce nouveau graphique, dans le nouveau bouquin, dans la nouvelle édition, vous pourrez voir que les limites de la révision du seuil ont légèrement bougé. Maintenant, il se situe entre les deux lignes en pointillés que j'ai indiquées là. Ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut dire de chacun des items et des décisions qu'on peut prendre. Alors, chose importante aussi à voir, c'est que vous savez qu'il y a un lien entre la discrimination et la difficulté, puisque la discrimination n'est qu'un calcul que l'on fait à partir de la difficulté de l'item pour le groupe des forts et le groupe des faibles. Donc il y a une relation mathématique entre les deux. Et donc il y a évidemment des endroits de cet espace à 2 dimensions qui ne sont pas accessibles. En fait, ces espaces correspondent aux 4 coins ici. Et donc, si j'ai un item de difficulté, par exemple comme le 3, mais vous voyez que pour une difficulté de l'ordre de 0, on est entre 0,1 et 0,2, la discrimination maximum qu'on pourrait obtenir, c'est 0,4. Okay, donc vous voyez qu'en fonction de la valeur de la difficulté, toutes les valeurs de la discrimination ne sont pas accessibles, ne sont pas disponibles, puisque
l'un est calculé à partir de l'autre. Donc il y a des endroits de cet espace représentés par les 4 coins sur lesquels vous ne pouvez, c'est impossible de calculer un item qui ait cette discrimination-là et cette difficulté-là. Ça va? Donc c'est impossible d'avoir un item de difficulté 0,1 et qui soit super discriminant à 0,8, puisque on tomberait dans cet espace qui n'est pas disponible. Ça va? Comme ça, vous comprenez bien comment lire ce graphique. Donc effectivement, ces espaces délimitent les combinaisons qui ne sont pas possibles entre discrimination et difficulté. Ok? Alors, on va maintenant regarder chacun de ces petits items qui sont disposés dans l'espace et avoir des discussions, des réflexions par rapport à ces items. Prenons l'item numéro 1 qui est situé là tout en haut. Et en fait, cet item numéro 1, c'est un item qui devrait être retenu. En fait, il représente l'item idéal. Pourquoi présenter l'item idéal? Parce qu'il a une difficulté moyenne et il a une discrimination qui est assez élevée. D'accord? Vous voyez qu'il a une difficulté de l'ordre de 0,5 et une discrimination autour de 0,6, donc c'est déjà très bien. C'est vrai que ce n'est pas la discrimination maximum qu'un item de difficulté 0,5 pourrait avoir. Vous voyez que l'espace est libre en haut, donc on pourrait monter plus haut en discrimination, mais en tout cas pour cet item-là, une difficulté de 0,5, une discrimination de 0,7, c'est l'idéal, en tout cas à partir de là, l'idéal que l'on peut trouver pour un item. Donc, si je calcule ces indices de discrimination et de difficulté pour un item et que je tombe dans cette région-là, c'est clair qu'il est intéressant de garder cet item-là dans mon test parce qu'on peut considérer que c'est un bon item. Ok, prenons le deuxième que j'ai indiqué là. Le deuxième, il mérite aussi d'être retenu, même si il est légèrement plus difficile en tout cas que le 1. Vous voyez son indice de difficulté est un peu plus bas que pour l'item numéro 1. Donc cet item numéro 2 est plus difficile que l'indice numéro 1, mais vous voyez qu'il discrimine quand même assez bien. Alors on est aux alentours de 0,3. C'est faible, mais c'est quand même pas mal. Ok, ça veut dire qu'il y a une différence de 30% entre le groupe des forts et le groupe des faibles. Donc c'est une bonne discrimination déjà. Et il se situe au-dessus du seuil qui est recommandé par Hebel pour une révision nécessaire. Donc il est au-dessus de la ligne en pointillé qu'il est là, il se situe au-dessus. Donc cet item mérite d'être retenu aussi, même si il a l'air d'avoir une discrimination plus faible que le premier et une difficulté un peu plus... donc avec cette difficulté plus petite, donc il est un peu plus difficile que le 1. On va continuer. Alors le numéro 3. Le numéro 3, il a un problème, c'est qu'il se situe vraiment dans la zone de révision de l'item. D'accord? Si vous regardez la bande révision de l'item, il est dedans. Donc cet item numéro 3, on voit qu'il a une faible discrimination. Donc en tout cas, c'est un item qui mérite attention et qui mérite d'aller le regarder de plus près, de voir si il est bien énoncé, est-ce qu'il a été bien compris. Il discrimine peu, mais on voit qu'il est très difficile. Donc c'est un peu normal qu'il discrimine peu parce qu'il est très difficile. Et on voit que sa valeur de discrimination se situe très près du maximum possible à ce niveau de difficulté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ma souris, voilà. À ce niveau de difficulté ici, vous voyez que si je monte, je ne peux pas aller très haut en discrimination, sinon je suis dans la zone impossible. Okay, donc cet item numéro 3 est assez difficile, mais sa discrimination est quand même optimale par rapport à ce qu'on peut obtenir pour des items de difficulté de ce type-là. Donc, est-ce qu'il faut vraiment le réviser ? Ici, j'aurais tendance à dire non, parce qu'il permet de discriminer au maximum de ce que l'on peut attendre à ce niveau-là. Donc, pour un item difficile, il est quand même important qu'il puisse discriminer pour pouvoir le retenir. Et en tout cas, il discrimine au maximum qu'il peut. Donc, c'est quand même un bon item qui soit
devrait être revu, soit être gardé comme ça, mais il ne mérite pas d'être jeté à la poubelle. Alors, on continue. Le numéro 4. Alors, le numéro 4, il est assez particulier parce qu'il est aussi dans la zone de révision. Et en plus, il est très en deçà du maximum qu'il peut atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les items de difficulté autour de 0,3, 0,4, d'accord, si je monte à la verticale, vous voyez qu'en discrimination, je peux monter très très haut avant d'atteindre la barre oblique. Donc, un item de cette difficulté-là pourrait avoir un meilleur taux de discrimination. Donc, il serait à réviser. Peut-être pas à jeter, mais à réviser. Donc, retournez voir est-ce qu'il est un peu trop difficile. En tout cas, il discrimine pas assez bien le groupe des forts du groupe des faibles. Donc, il mérite une certaine attention et d'y retourner, en tout cas si on veut le garder pour une version qui ne sera plus une version prototypique. Ok, le numéro 5, c'est à peu près la même chose que le numéro 4, à part qu'il est plus facile, d'accord, puisque son niveau de difficulté est plus haut que l'item numéro 4. En fait, il est de difficulté moyenne, mais il a aussi une faible discrimination et il n'est pas du tout à son maximum de discrimination. Et donc, s'il s'agit d'un item à choix de réponse, il serait intéressant de revoir la distribution des choix de réponse de chaque leurre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le leurre, c'est en fait ce qu'on appelait le distracteur dans le choix des réponses. Donc, quand vous donnez un item où les sujets peuvent choisir entre 2, 3 ou 4 réponses, si c'est par exemple entre 4 réponses, il y a la bonne réponse, il y a ce qu'on va appeler les distracteurs, qui sont les 3 autres réponses. Et en fait, ces distracteurs, il faudrait les étudier. Et pour ces réponses qui correspondent aux distracteurs, on pourrait aussi calculer un indice de discrimination pour ces réponses. Donc ici, ce qu'on calcule quand on calcule l'indice de discrimination, c'est qu'on prend les bonnes réponses, d'accord? Mais on pourrait aussi faire le calcul pour les sujets qui ont répondu pour chacun des distracteurs et calculer aussi un indice de discrimination pour chacun de ces distracteurs. Et en étudiant ces indices de discrimination pour les distracteurs, on pourrait prendre certaines décisions par rapport au fait, de nouveau, est-ce que les distracteurs sont de bons distracteurs, est-ce que l'item est un bon item. Donc, de nouveau, dans cette zone-là, aussi à discuter. Le numéro 6, on est au numéro 6. Alors, le numéro 6, il est aussi particulier. En fait, il a un très grand niveau, un très grand indice de difficulté. Donc, c'est un distracteur qui est facile. Et si on ne regardait que sa discrimination, ben en gros, on est dans la zone de révision de Hebel. Et donc, si on ne regardait que la discrimination, elle est quand même très faible. Et donc, il serait quand même acheté, parce qu'une discrimination proche de 0, ça veut dire que c'est un item qui ne permet pas de distinguer les forts des faibles. En gros, il y a autant de sujets forts que de sujets faibles qui le réussissent, par définition de la discrimination. Donc, si on ne regardait que la discrimination, on devrait le jeter. Il ne peut discriminer parce qu'il est réussi presque par la totalité des répondants, 90% et plus, d'accord, puisque sa difficulté est de 0,90. Donc, ça veut dire qu'il est très facile. Donc, il est réussi par 90% des sujets. Il y a un silence de mort dans la salle. Je sais que c'est complexe, hein, mais... donc, difficulté de 0,90, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 90% des sujets qui l'ont réussi, on est bien d'accord. Donc, c'est un item facile. Ok? Donc, il ne discrimine pas vraiment puisqu'il est réussi par 90% des gens. C'est pour ça qu'il a aussi une faible discrimination. Et donc, en fait, la question c'est, est-ce qu'il faut vraiment... C'est peut-être pas l'item qui est mauvais, parce que si
un des objectifs poursuivis, c'est par le fait d'avoir introduit cet item, c'est de savoir si les étudiants ont bien compris le concept relié à l'item. C'est important, quand on fait l'évaluation, on est content quand les étudiants ont bien réussi cet item-là, puisque ça veut dire qu'ils ont bien intégré le concept, d'accord? Donc, c'est pas un item mauvais en soi, mais par contre, est-ce qu'il, en fonction du but poursuivi par le test, la question c'est est-ce qu'il est opportun et je le garde ou pas. Donc si vraiment je suis dans une opération plutôt d'évaluation qui permet de voir si des objectifs, des compétences, de concepts sont atteints, alors il faudrait le garder. Si ce n'est pas le cas, alors il faudrait plutôt le jeter. Parce que justement, il ne permet pas alors de bien discriminer entre les sujets. Le numéro 7. En gros, le 7, il ne sert à rien. Le 7, il ne sert à rien parce qu'il ne discrimine pas du tout. On est vraiment au niveau pratiquement à 0 pour l'indice de discrimination. Et pourtant, il est quand même de difficulté moyenne. Et donc, si on est de difficulté moyenne, on peut monter, vous voyez que rien n'empêche mathématiquement que la discrimination soit très élevée. Si on regarde ce graphe. Donc cet item qui est de difficulté moyenne, il discrimine très peu et il est très en deçà du maximum de discrimination qu'on pourrait avoir pour un item de difficulté moyenne. Et donc, ça ne sert à rien vraiment de le garder. Alors, j'ai indiqué là, on ne peut donc imputer sa faible discrimination au fait qu'il soit trop facile ou trop difficile, non, puisqu'il est au milieu, donc il n'est ni trop facile ni trop difficile. Il devrait être éliminé car avec ou sans cet item, les résultats des sujets ne seront pas différents. En gros, comme il ne discrimine pas les sujets et qu'il est de difficulté moyenne, ça ne va rien changer au résultat, donc ça ne sert pas à grand chose de le garder dans notre test. Alors, le numéro 8, lui, il mérite aussi, donc là, lui, il est carrément tombé dans la zone de rejet considéré par Ebel, donc il mérite aussi d'être retiré. Il est similaire à l'item 7, avec un inconvénient en plus, c'est qu'il est inversé par rapport à ce qu'on essaye de trouver dans le test, puisqu'il a une discrimination négative. Donc ça veut dire qu'il est mieux réussi par les sujets faibles que par les sujets forts, avec une difficulté moyenne. Et donc, il discrimine de manière négative, et donc il envoie, comme je disais, un message contradictoire par rapport à l'ensemble des items du test, par rapport à l'objectif du test, puisqu'il est mieux réussi finalement par les faibles que par les forts. Donc, aussi à bannir. Le numéro 9, c'est un cas particulier de discrimination négative parce qu'il est très difficile. Indice de difficulté faible. Donc il est très difficile et mieux réussi par les sujets qui ont les moins bons résultats au test, puisque c'est une discrimination négative. Donc il est mieux réussi par les faibles. Mais il est très difficile. C'est un peu bizarre ça. Et donc ça voudrait dire peut-être qu'il a été réussi par des sujets qui ont répondu au hasard. Et donc se situer dans cet espace-là, à cet endroit-là de l'espace difficulté et discrimination, c'est suspect et ça pourrait être indicateur du fait que peut-être les sujets ont répondu au hasard et donc on ne garde pas ça, on jette aussi. Et alors le numéro 10, lui c'est un cas grave. C'est un cas grave de discrimination négative. Il est aussi de difficulté moyenne, comme le 9, il est par contre de discrimination très négative. Donc, il est réussi par un plus grand nombre de sujets du groupe faible. Ça va? Et donc, par contre, à la différence de l'item 9, il n'est pas possible d'attribuer un tel résultat à une réussite au hasard, car il ne s'agit pas ici de quelques patrons de réponse aberrants. Il s'agit plutôt d'une erreur dans la grille de correction ou d'un problème sévère dans l'apprentissage antérieur. En gros, c'est pas possible. Ce genre de truc, c'est vraiment pas possible. Donc, si on a un item qui se situe à cet endroit-là,
ben, il faut revoir la notation, c'est qu'il y a un problème dans la manière d'encoder les choses, ou alors c'est vraiment des sujets qui ont répondu n'importe quoi, même pas au hasard, ils ont répondu n'importe quoi. Ça va ?